parti? Super. Bonjour. Pas trop fatigué? Si, bon, alors j'espère que je ne vais pas vous endormir. Déjà, merci à vous d'être ici, merci à l'équipe d'Evox France de m'avoir fait confiance. Je ne m'attendais pas à autant de monde pour un Tool in Action, donc je suis ravi. Ça met juste un petit peu la pression. Je m'appelle Philippe Charrière. Si vous avez des questions à me poser, en fait, le plus simple, c'est sur Twitter, parce que je suis un peu accro à Twitter. Je suis Customer Success Engineer chez GitLab. Je vais vous parler d'un sujet qui est WebAssembly et qui n'a rien à voir avec ce que je fais dans mon boulot, même si je l'utilise dans mon boulot pour faire des démonstrations, pour joindre un peu l'utile à l'agréable. Du coup, en fait, je fais du WASM presque tous les jours, en cachette. Je suis un développeur JavaScript. Et du coup, au début, WebAssembly, parce que normalement, c'est fait pour tourner dans le navigateur, ça m'a super plu parce que je pouvais faire plein de choses et c'est arrivé à un stade de maturité qui fait que dans le navigateur, vous pouvez faire des trucs sympas, comme, par exemple, ça n'a pas marché, si je clique dessus. Voilà. Vous connaissez Google Earth? Alors, il y en a qui ont dit non, alors ils sont trop jeunes peut-être. Google Earth, normalement, vous l'installez sur votre machine. Il y a une version WebAssembly qui fait que vous n'avez rien installé et là, c'est chargé sur mon micro. Et ça marche super bien, je peux y passer des heures parce que je suis un peu addict aux cartes aussi. Et il y a un autre petit exemple que j'aime bien qui s'appelle StackBlitz. C'est comme un VS Code dans votre navigateur. Donc là, j'ai vraiment un code super simple. Je lance mon fichier. J'exécute, bonjour Devox, voilà, ouais, super démo. Le petit truc, c'est que le Node.js qui exécute ça, il n'est pas sur un serveur en fait. Il a été chargé dans un fichier WASM qui émule un mini OS avec du Node.js dessus pour juste ce dont il a besoin et ça exécute tout dans le navigateur. Ça, le cas d'usage pour ça, je ne l'ai pas. Enfin, moi, pas pour moi. Mais par contre, ça montre la puissance de WebAssembly et de ce qui peut se passer dans un navigateur. Je ne vais plus vous parler du navigateur à partir de maintenant. Parce que je suis aussi un développeur Java, où j'ai été. Et en fait, la partie WebAssembly, je trouve que c'est sympa, mais j'aimerais pouvoir faire des plugins en WebAssembly et les exécuter à partir d'une application Java. Pourquoi? Parce que déjà, Java, il y en a un peu partout. Beaucoup de mes clients utilisent du Java, je ne peux pas leur dire jetez tout et passer à autre chose. Ils ont investi là-dedans. Il y a des frameworks qui sont plutôt top, comme Vertex, Quarkus et plein d'autres. Bosser à partir de plugins, c'est bien, parce qu'on peut déjà le faire avec des plugins Java pour des applications Java, mais avec WebAssembly, vous allez faire des plugins polyglottes. Alors, je ne sais pas si c'est une silver bullet, je vais y arriver. Mais globalement, ça peut permettre à vos users ou à vos clients d'ajouter eux-mêmes des fonctionnalités dans des langages qui les intéressent. Il y a aussi le fait que WebAssembly, quand vous le compilez, hein, c'est un binaire, les plugins sont plutôt petits, donc vous gagnez en efficacité, ou en tout cas, vous consommez moins de ressources et vous allez faire des économies en stockage, en CPU, plein de choses comme ça. Il y a un côté isolation aussi pour faire tourner finalement des fonctionnalités dont vous ne connaissez pas la provenance dans quelque chose qui est un peu plus sandboxé. Je dis un peu plus parce que dans le navigateur, c'est complètement sandboxé. Sur la partie hors navigateur, on voit qu'on peut quand même ouvrir des portes à des fois n'importe quoi. Faire des plugins WASM pour une application, il faut utiliser une nouvelle spec qui s'appelle WebAssembly System Interface. C'est un ensemble de standards et de spécifications qui vont permettre en fait au module compilé WASM de pouvoir accéder finalement à des choses qui viennent d'une application qui elle-même discute avec l'OS. Parce que dans le cadre du navigateur, ça s'exécute dans la VM JavaScript et le module WASM, il peut juste discuter avec le navigateur mais pas avec l'extérieur. Donc quand je mets OS/RT, RT c'est un runtime en fait. Il y a des runtimes qui existent comme Wasm Edge, Wasmtime, Wasmer, c'est les plus connus. Il y a Was0 aussi qui commence à être pas mal. Node.js est capable d'exécuter du Wasm avec la spec WASI. Et du coup, si vous voulez faire des applications type CLI, c'est super facile. Avant, vous faisiez java-jar, le nom de votre jar, et puis ça s'exécutait dans le terminal. Avec un runtime comme Wasm Edge, ça sera la même chose. Et le hello.wasm, je peux l'exécuter avec Wasmtime ou Wasmer. Très simple. Petite démo. On croise les doigts pour vérifier qu'elle marche. Alors déjà, pourquoi ça ne se charge pas? C'est le début du drame.
normalement la demi-heure. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer. Pourtant, ma VM a l'air de marcher. Non, elle a l'air aux fraises. J'espère que ce n'est pas une histoire de connexion Internet. Je vais continuer. Ah, elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Hop. Alors, on va le faire. 30 secondes, sinon je continue avec les slides. De toute façon, c'est pas... ça ne changera pas grand-chose au message, sauf qu'il n'y aura pas les démos. Non, c'était stop que je voulais faire. Hop. Je vais continuer sur les slides. Si j'ai le temps, je reviendrai sur celle-là. En fait, c'était pour vous montrer, je compilais un module Wasm avec du TinyGo, parce que pour l'instant, Go est en train d'être capable de compiler avec l'aspect WASI, mais ça arrive depuis le mois dernier ou la semaine dernière, je ne sais plus, c'est très récent. Et TinyGo, par contre, cible du WASI. Et donc faire des petites applications, c'est super facile. Vous pouvez le faire avec du Rust, avec du Swift. Il y a plein de langages maintenant qui ciblent le WASI. Par contre, créer une application qui va lancer un plugin Wasm et faire ça, on va dire, de zéro, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quelques limitations à l'aspect WASI et à ce que amène WebAssembly. Par exemple, vous faites des fonctions dans votre module WebAssembly, vous ne pouvez pas passer de chaîne de caractères comme argument. Vous pouvez passer que des chiffres. Donc, ce n'est pas super pratique. Alors, pour faire du compute et du calcul, c'est bien. Et le problème, c'est que quand vous allez retourner une valeur, vous pouvez retourner que un chiffre. Donc, si vous voulez retourner un message, vous avez passé le nom en paramètre et vous voulez un Hello Bob, c'est pas possible. Enfin, c'est pas facile. Et puis, pareil, normalement, Wasm, ça peut pas accéder aux ressources externes de l'application, ce qui est bien d'un point de vue sécurité. Mais l'aspect qui est en progrès, il va avoir des types plus faciles, notamment les strings, pour pouvoir faire ça. J'en profite quand même pour regarder si ma VM va démarrer, parce que je suis un peu vexé sur ce coup-là. Donc en fait, si vous voulez passer une string en paramètre à la fonction de votre module, il va falloir que votre application hôte, elle place dans une mémoire qui est partagée entre l'instance du module et elle, on appelle ça la Wasm Memory Buffer, la chaîne de caractères, et puis elle va appeler la fonction, mais en lui passant la position de la chaîne dans la mémoire et sa longueur. Comme ça, la fonction sera capable d'aller lire dans le buffer, de créer un message, et par contre, il va falloir qu'elle retourne une valeur. Et là, on est embêté parce qu'on n'a qu'un chiffre. Donc, il faut que, côté module Wasm, la fonction fasse, par exemple, du bit shifting, donc faire rentrer la position et la longueur dans une seule valeur, la renvoyer à la fonction hot qui va faire du bit masking, c'est-à-dire qu'en fait, qui va dépacker la valeur pour retrouver la chaîne en mémoire et à la bonne position et à la bonne longueur. La première fois, ça m'a fait bizarre. Après, il y a des outils qui permettent de le faire facilement. Pour les host functions, c'est pas si compliqué que ça. En fait, la host function, c'est vous créez une fonction dans l'application hot, celle qui va lancer le module Wasm, et vous l'exportez finalement, vous la mettez à disposition du module Wasm. Donc le module Wasm va pouvoir l'appeler. Par exemple, vous voulez vous connecter à du Couchbase, en Wasm, vous ne pouvez pas. Par contre, si votre application hot sait se connecter à du Couchbase et que vous exportez votre host function, le module Wasm pourra le faire. Après, à utiliser avec parcimonie, parce que par exemple, vous faites une host function en Node.js, et puis votre Node.js exécute le module WebAssembly qui est fait en Rust. Au moment où il va appeler la host function, normalement le Rust c'est rapide, mais là il va avoir la vitesse de Node.js finalement. Donc ça va ralentir. Ne faites pas du WebAssembly spécifiquement pour la rapidité, dans certains cas ça ne passera pas. J'essaye encore une fois, hein. On va voir la prochaine. Ce que je vous expliquais, donc les host functions et les passages de paramètres, c'est pénible à faire, c'est intéressant à faire, par contre, moi ça m'a appris plein de choses, mais maintenant il y a des frameworks qui apparaissent pour vous simplifier la vie.
Il y a ceux que je classe dans la partie toolkit, donc c'est des frameworks qui sont au-dessus des SDK et qui permettent de facilement passer des paramètres de type buffer, string ou autre, et de les échanger entre le module Wasm et la fonction hot. Il y a d'autres frameworks un peu plus opinionated qui sont plus applicatifs, c'est-à-dire qu'ils vont vous fournir par exemple tout de suite un petit serveur HTTP qui lui va savoir charger un module Wasm et lui passer la payload d'une requête curl par exemple et renvoyer des informations au client HTTP. Donc je vous disais que j'étais un développeur Java et que je voudrais pouvoir exécuter du Wasm à partir de Java sans être obligé de faire des trucs compliqués. Et du coup, il y a un framework qui existe qui s'appelle XTism, qui est simple à utiliser. Si le sujet vous intéresse, je vous engage à l'utiliser. C'est vraiment intéressant. XTism, ça fournit deux choses. Des SDK pour vos applications hautes dans différents langages. Et le gros avantage, c'est qu'XTism le fournit aussi pour Java. Parce que GraalVM est censé avoir un support pour Wasm, mais il n'avance pas énormément et la documentation est limite absente. Donc vous savez comment passer des chiffres et retourner des chiffres, mais le reste, plus compliqué, il faut creuser. XTism vous fournit tous les helpers pour le faire simplement. Du coup, alors si j'arrive pas à lancer mes VM, je pourrais quand même vous montrer le code. Ils fournissent aussi autre chose, parce que pour vous simplifier le travail jusqu'au bout, c'est des SDK, mais pour les plugins. Donc là, vous pourrez faire des plugins pour vos applications Java en Rust, en JS, en Go. La lambda, je ne sais plus si c'est du Haskell, Haskell, merci. De l'Action Script, de l'Assembly Script, pardon, c'est un subset de TypeScript, du C et du Zig. Il y en a qui font du Zig, par curiosité. Il y en a qui font du Rust. Il y en a qui trouvent que c'est dur, Rust. Faites une journée de Zig. Et après, Rust, vous allez dire, ouais, trop bien. Petit avantage aussi, alors c'est le lien entre le SDK pour les plugins et le SDK pour les applications hautes. Selon les langages, parce que ça progresse, enfin ils sont en train de le développer, XTism vous fournit la possibilité de développer facilement des host functions pour vos applications. Donc ça, c'est super important. Et super pratique aussi. Donc je suis aussi un Hello World développeur, essentiellement en fait. Et donc on va tenter la démo, sinon je vous montrerai du code, on va voir si... Oh mon Dieu. Fabuleux. Il y aura au moins une démo qui marche. Donc, alors je me suis fait bien sûr des petits scripts pour gagner du temps. Je vais créer un plugin XTism, enfin un plugin Wasm grâce à XTism en Go, et je vais le compiler avec du TinyGo. Donc il est ici. Le code est super simple. Donc vous avez à importer on va dire la lib XTism. La fonction, elle sera toujours de cette forme, pas de paramètres, et elle retourne un int32. Enfin pour l'instant, elle est toujours de cette forme. Vous avez, ça c'est XTism qui le fournit, de quoi aller lire la mémoire pour voir s'il y a quelque chose dedans. Une fois que vous l'avez récupérée, vous pouvez la mettre en faire ce que vous voulez. Ensuite, pour retourner quelque chose, vous allouez la mémoire avec ce que vous voulez retourner, et vous le collez dans la mémoire. Alors le return 0, c'est parce que de toute façon il faut retourner un chiffre, donc voilà. Mais XTism, c'est aller chercher tout ça. Et donc, moi, je vais utiliser des host functions qui sont déjà présentes. Donc, notamment, vous pouvez dire à XTism, ou enfin à la fonction hot, de passer une espèce de configuration au module. Donc, je vais lui passer une route vers un service externe. Vous pouvez ensuite, ils l'ont fourni, faire des appels HTTP. De base, WASI ne le fait pas. Non, WASI permet de faire des appels socket. Donc il faut tout vous palucher vous-même pour faire du HTTP. Ça dépend si vous avez le temps. Donc là, ils vous fournissent de quoi le faire. Ensuite, vous créez la réponse. Donc moi, je vais récupérer... Alors le service, il ressemble à ça. Donc je vais juste récupérer le title du service. J'ai besoin de le mettre ici. Hop, on va dire Devox pour retenir l'endroit.
Si je j'ai un problème de... Non, tout va bien, il a bien téléchargé mes dépendances, tout se passe bien. Donc si je veux le builder, donc c'est avec du TinyGo, hein, ça ciboisie. L'avantage de TinyGo, ça fait des binaires super petits. Alors qu'avec Go, vous prenez des fois 2 mégas d'un coup dans la figure, mais ils sont en train de l'optimiser. XTism vient avec une CLI. Donc ça veut dire que je ne suis pas obligé de créer mon application hot tout de suite pour tester mon plugin. Par exemple, là je vais l'appeler. En fait, la CLI s'appelle XTism. Je peux lui passer des paramètres avec impute, lui dire quel est le fichier wasm que je veux exécuter, ainsi que la fonction que je veux appeler, parce que vous pouvez avoir plusieurs fonctions dans votre module wasm, et la config dont je vous parlais. Donc il est bien allé récupérer mon petit texte. Maintenant, si je veux faire une application hot Java, je ne suis pas dans le bon répertoire. Si, pardon. Hop. Je ne vous ai pas demandé, c'est assez gros, en fait. Ça souffre un peu au fond, je suis désolé. Il fallait venir devant. Non, mais je peux le... Bon, je l'agrandirai pour la suite. Donc, mon application Java est plutôt simple. Non, je vais l'agrandir maintenant, comme ça, il n'y aura pas de souffrance. Hop, on va dire 20. C'est mieux? Répondez pas tous à la fois. Donc, pareil, en Java, hein, vous chargez la lib, qui est les libs nécessaires d'XTism. Ensuite, vous chargez votre module wasm, compilé. Vous créez un contexte XTism pour d'exécution. Vous chargez le plugin, en fait, une instance du plugin. Et ensuite, vous appelez la fonction. Donc là, moi, tout à l'heure, j'ai besoin de lui passer la config. Donc voilà, c'est une des host functions clés en main. Après, vous pouvez écrire les votes, mais qui permet de passer la config. Et là, moi, c'est pour lui passer la route. Je vais lui dire que mon fichier wasm... On vérifie que je ne fasse pas des fautes d'orthographe parce que j'y vois pas bien. Hop. Hop, la fonction, j'ai dit qu'elle s'appelait... Je ne sais plus, c'est hello, je crois, de mémoire. Et on va dire des vox pour montrer que je ne raconte pas des histoires. Ensuite, il faut que je build l'appli. Donc normalement, c'est bon. Donc si je lance mon application Java, voilà, elle a chargé le module wasm, elle l'exécute, elle récupère bien le titre du service et elle a bien affiché les paramètres que je lui avais passés. Merci. Est-ce que des plugins pour Java, ça vaut le coup? En général, oui, ça va plus vite que Java de toute façon, mais j'ai fait des benches. Donc la courbe bleue, c'est Java, hein. J'avais quand même chauffé la JVM, mais par moment, c'est pas super stable. La courbe verte, c'est du Rust et du TinyGo. La courbe rouge, c'est du JavaScript qui est exécuté dans du wasm. On parle de nanosecondes, donc une fois de plus, jetez pas toutes vos applications. Là, c'était du Fibonacci. Alors pour du compute, ça peut être intéressant. Après, si c'est de la pure règle de gestion, ça vaut peut-être pas le coup. Donc, je ne vous dis pas de tout casser. Un de mes use cases préférés, c'est ce que j'appelle les nanoservices. On va dire, ça serait comme un peu des functions. Je l'ai appelé Cracker pour satellite, parce qu'il y a un projet qui s'appelle SAT et qui fait la même chose, mais tout en Go et en plus petit. Moi, je suis en Java. Donc c'est un serveur HTTP fait avec du Vertex qui exécute du WebAssembly grâce à XTism. Globalement, l'appli Cracker en Vertex va aller pinguer une registry où il y a des fichiers wasm. Alors j'ai utilisé la GitLab registry, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle registry compatible. Je crois même que maintenant avec la registry Docker, c'est bientôt possible. Ou même un serveur de fichiers, hein, ça marchera. Et ensuite, je fais des appels HTTP pour appeler mes fonctions. Donc, on va vérifier
que ça fonctionne. Je filerai les exemples de démos. Hein. Alors, l'avantage d'Extisum, c'est que leur helper en Rust fait du code super simple. Donc, si vous avez envie de vous mettre à Rust, à faire des petits trucs et avoir tout de suite un résultat, ça peut être une bonne excuse. J'aime bien. En fait, j'avoue que c'est assez pratique. En Go, on a déjà vu à quoi ça ressemblait. En Zig, je vous ai dit, il faut me croire, mais enfin, là, ça va, mais j'ai pas aimé, j'ai pas accroché. Mon code Java ressemble beaucoup au code que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. En fait, j'ai un handler qui est appelé à chaque requête HTTP et ensuite, ça va instancier le plugin Wasm. Alors, il faut l'instancier à chaque appel parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des plugins qui partagent la même mémoire que la version haute et ils vont se marcher sur les pieds et ça va casser. Ensuite, j'appelle la fonction et je retourne la réponse nécessaire. Le reste, c'est juste des vérifications de configuration, de variables d'environnement. Voilà. Donc, normalement, je n'ai pas besoin de le compiler, je l'ai fait à l'avance. Juste, je lance 4 fois mon appli, en fait, pour chaque plugin. Et après, j'ai juste à faire des curls sur les différents ports. Donc, vraiment, très simple, mais ça vous permet de laisser l'opportunité à vos utilisateurs de créer eux-mêmes des plugins pour vos applications, par exemple. Ce projet-là, en fait, je m'en sers maintenant pour faire des démos, de déploiement, des choses comme ça. C'est bien pratique parce que c'est petit, en fait. Et du coup, comme vous avez des plugins qui sont petits, vous allez pouvoir accélérer, par exemple, le déploiement des applications Java sur Cube ou sur d'autres plateformes, hein, bien sûr. Moi, j'ai fait une image de Java la plus petite possible avec J-Link. Donc, je me suis fait une petite JRE. Ensuite, j'ai mis les dépendances de Extisum et puis j'ai copié mon jar Cracker, mon application principale. Et donc, je suis à 130 mégas. Je pense qu'on peut faire plus petit. Mais alors, ceux qui me diront Quarkus, en fait, avec Quarkus natif, c'est pas possible parce qu'il y a trop de trucs dynamiques dans le code. Mais déjà, c'est pas mal par rapport aux 350 gigas qu'on a de base. Et du coup, en fait, une fois que mon image est préloadée dans Cube, quand je vais faire des déploiements, des scales, ça va aller forcément plus vite. Et si je veux changer de version de plugin, par exemple, j'aurais juste à faire un kubectl de... J'ai plus le nom en tête, mais pour changer la variable d'environnement avec le lien vers le plugin, et ça va aller juste me downloader le plugin qui va bien. Donc je vais gagner un petit peu en ressources. Et tout ça additionné, ça fait quelques économies. Donc, normalement, j'ai un cluster qui tourne. Enfin, tout à l'heure, j'en avais un. On va vérifier. Hop. Oui, il est là. J'ai oublié de le faire. Il fallait quand même que je préload peut-être mon image pour que ça aille plus vite. Donc bon, tant pis, je le fais en live. Donc, si je veux déployer ma fonction Hello, c'est la première fois du kubectl classique. J'ai un template de déploiement qui doit être par là, où je lui explique le nom de mon application, où est mon image, et ce qu'il faut faire. Comme je l'ai préchargé, à la limite, je pourrais presque dire que l'image pool.ic, c'est never, donc elle n'ira jamais chercher l'image. Bon, il vaut mieux mettre un if not present pour être sûr de ne pas être surpris. Parce qu'en fait, moi, après, je ne déploierai finalement je ne chargerai que des modules Wasm. Du coup, il faudrait peut-être que je la déploie, d'ailleurs. Ça serait mieux. Hop. Donc là, je suis sur un cluster qui est à l'extérieur. Je ne suis pas en local. Je suis sur civo.com. J'aime bien, ça marche bien, c'est pratique. Donc, si je veux appeler ma fonction, ça va être un simple curl. Normalement, tout devrait bien se passer. Je dis normalement parce qu'avec les DNS, c'est toujours des surprises. Non, c'est bon, ma fonction répond bien. Donc là, en fait, ce que j'ai déployé, c'est mon serveur HTTP Java qui est allé charger le module fait en TinyGo. Imaginons que je veux scaler
je vais juste faire, ça c'est pareil, c'est du classique, ceux qui connaissent Cube. Ça va être, j'en avais mis 10 quand même. Ça va être assez rapide, puisqu'il n'y a pas grand-chose à charger. Et imaginons que maintenant, je veuille changer mon plugin. Je dis, ouais, on a fait un plugin en TinyGo, c'est bien, mais ce serait peut-être plus sérieux de le faire en Rust. On a une nouvelle version, allons-y. Je vais faire en fait, je vais juste changer mes variables d'environnement et je vais faire un set env deployment. C'était quel niveau? Hop, 12. Et donc là, normalement, ça devrait se propager sur l'ensemble des pods que j'avais lancés. Donc si je rappelle mes fonctions, c'était la 8. Alors certaines vont planter parce que tout n'est pas rechargé. Et vous voyez le petit crabe, j'ai appelé le plugin qui est en Wasm Rust. Je ne vous ai pas montré le code parce que je suis un peu short en temps. J'ai peut-être le temps de vous montrer la CLI du coup finalement. Ouais, c'est ça. Alors hop, je remonte. Parce que je suis vexé de ne pas avoir pu le faire. Ah, c'est mieux. Donc j'ai toujours mon plugin TinyGo et là je n'utilise pas de framework. Je n'ai pas XTism, c'est une application Go classique qui va me demander de saisir des caractères au clavier. Je l'ai déjà buildé, donc je ne vais pas la builder tout de suite, mais c'est du TinyGo. Si je veux l'exécuter, par exemple, avec je suis où? Avec WasmTime, qui est un runtime Wasm que j'ai installé sur mon poste. Voilà, ça me demande quelque chose. Je vais dire Bob. OK, et ça me répond. Je n'ai installé, à part les runtime, je n'ai installé aucun SDK. Je peux utiliser en fait un autre runtime avec le même module. Ça va être la même chose. Normalement, chaque runtime est censé implémenter la norme WASI de la même façon. Des fois, il y en a qui sont un peu plus en avance que les autres ou qui ont eu une idée différente et qui vont un peu plus vite que la musique, donc il faut quand même surveiller. Et si je veux le faire avec du Node, donc en fait, je vais lancer du Node.js avec le flag expérimental WASI Unstable Preview 1. Mon code JS est simple. C'est juste que je passe les arguments à l'objet WASI ici. Et ça va être exactement la même chose. Alors, utiliser Node.js pour s'entraîner sur WASI, c'est pas mal parce que pour ceux qui font du JavaScript, je trouve que c'est un point d'entrée qui est plutôt simple à utiliser. Donc maintenant, il faut que je retourne à la fin. Donc, mon propos, c'est que si vous êtes dans le navigateur, WebAssembly, vous pouvez déjà en faire et je pense que vous pouvez déjà en mettre en production. Je sais qu'il y a des gens qui le font, notamment pour la cartographie, par exemple, ou de la reconnaissance d'écriture, pour, par exemple, les ordonnances de médecins, des choses comme ça. Et finalement, ça se fait dans le navigateur et ça envoie juste des informations, mais ça ne passe pas forcément dans le serveur ou pour la reconnaissance d'images. Parce que des fois, pour les histoires de privacy, vous ne voulez pas que tout aille sur le serveur. Vous pouvez par contre commencer à apprendre WebAssembly pour la partie hors navigateur, parce que ça avance quand même assez vite. Et bon, alors moi je l'ai déployé sur du Cube, mais je pense que vous pouvez en déployer de partout. Il y a une boîte qui s'appelle Fermion, qui fait un framework qui s'appelle Spin. Leur plateforme de déploiement, ils le font sur, je vais dire une bêtise, Nomad. Et ils n'utilisent pas de container en fait. Leur container, c'est leur runtime Wasm et leur application. Et ils ont une plateforme qui marche plutôt bien. Alors l'aspect évolue, ça veut dire que régulièrement, ils vont enlever des choses de leur runtime, enfin de leurs outils, parce que la spec va l'implémenter. Et du coup, j'ai fini, et vous avez 45 secondes de questions. Sinon, vous pouvez me retrouver dans les couloirs. Oui? Ah oui, il faut que j'éteigne mon cluster, c'est vrai. Non, parce que j'oublie régulièrement. J'écoute. Alors attends, parce que vous êtes plusieurs à parler à la fois, donc excuse-moi, vas-y. Ouais, il y a une base qui commence à le faire qui s'appelle ScyllaDB, qui fait du User Defined Function comme ça. Et il y a. Ah oui, pardon, la question c'était est-ce qu'on peut charger du Wasm à partir de la base de données?
Oui, on peut le faire. Il y a des bases de données qui font, et notamment il y a une version, alors je ne sais pas à quel niveau ils sont pour PostgreSQL, qui peut exécuter des plugins WASM. Mais il n'y a pas encore beaucoup de gens qui le font. Toi aussi, tu avais une question. C'est fini? Ah bah non, alors je suis désolé. Mais non, mais en dehors de la pièce, je réponds aussi aux questions. Merci.